Bonsoir et bienvenue à tous. Dans un récent échange en visioconférence entre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le président de Madagascar, on peut observer que cette institution onusienne soutient ce pays africain dans la recherche d'un protocole efficace contre le coronavirus. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé et le président malgache sont parvenus à un accord en échange de la signature d'un accord de confidentialité sur la formule du Covid Organics. L'OMS apportera son soutien aux essais cliniques d'un nouveau médicament dérivé du Covid organique, un médicament injectable, dit-on, à base d'artémisia. Ce revirement de l'OMS, qui s'est d'abord montré hésitant sur cette trouvaille malgache, est considéré comme une reconnaissance tacite de la puissance de la pharmacopée traditionnelle africaine et la preuve que l'Afrique pourrait être le continent par lequel viendra le salut de l'humanité décimée par le coronavirus. Cette tournure des événements va-t-elle changer le regard que l'Occident pose sur l'Afrique ? En considérant que cette pandémie du coronavirus est ce qui sera un nouvel ordre international, dans quelques mois, l'Afrique et Madagascar peuvent-elles faire modifier en leur faveur le rapport de force dans le fonctionnement du système des Nations Unies? Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission 237 le débat. Merci, Madame, Messieurs, de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 débat ce soir, le professeur Charles Ngativna. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Je vous en prie, je m'en voudrais en tout début de cette émission de ne pas pouvoir brûler un cierge à tous nos collègues du corps médical qui s'occupent au quotidien de notre santé. Et puis bien aussi pour les seigneurs du micro qui à la quête de l'information et la bonne courent les risques quotidiennement dans l'exercice de leurs fonctions de contacter le fameux virus. Merci infiniment, professeur. C'est nous qui vous remercions d'avoir trouvé du temps ce soir et surtout d'avoir bravé tout ce qu'on peut imaginer pour être là ce soir dans le cadre de cette émission 237 débat et apporter l'éclairage nécessaire aux téléspectateurs sur le sujet qui a été annoncé en sommaire. Dans le cadre de cette émission également, nous aurons d'autres experts conviés sur ce plateau. Un est en direct de Yaoundé, le professeur Théophile Yingamoyo. Bonsoir. Bonsoir, je suis honoré par votre invitation, mais je tiens aussi, comme mon copanéliste, à avoir une pensée pour tous ceux qui sont décédés de suite de cette pandémie et surtout vous féliciter pour l'immense travail que vous faites pour informer le public. Merci infiniment, professeur, d'être avec nous ce soir dans le cadre de cette émission 237 débat. Professeur Ingem Moyo, vous êtes architecte urbaniste et vous êtes également homme politique et j'aime bien préciser que vous êtes panafricaniste et c'est sous cette casquette que vous allez davantage intervenir ce soir dans le cadre de cette émission de 237 débat. Vers la fin de cette émission, nous aurons également un autre expert, le docteur Clarence Petit-Capé. Il est médecin cardiologue, c'est un Camerounais qui a été formé en France et qui exerce en région parisienne. Il est médecin cardiologue et avec lui, donc, nous allons évoquer la dimension, l'aspect médical de ce sujet. Je commence avec vous, professeur Charles Ngativna. Quelle a été votre réaction en apprenant cet accord entre l'OMS et Madagascar au sujet de ce protocole qui est mis en place par ce pays africain dans la recherche de la solution contre le Covid-19? Alors, je voudrais réitérer un peu quelques propos que nous avons eus sur le même plateau et dans les mêmes conditions au tout début des affres de cette crise. Et je crois que je ne suis pas trop surpris du revirement subit ou alors de cette volte-face de l'Organisation mondiale de la santé, pour qui a orienté quelques recherches et des réflexions sur la substance même de ce que l'Organisation mondiale de la santé représente depuis un certain nombre d'années. Je crois qu'il y a eu un peu un déplacement du curseur sur les fonctions régaliennes de l'Organisation mondiale de la santé qui semblait
aux dernières années faire davantage montre d'une défense tout azimut d'une certaine idéologie occidentalo-centriste qui, naturellement, ne vendait pas trop cher la peau de l'Afrique qui, par René Dumont, était déjà mal partie, par Tournebulle était désemparé, par un certain Casteran déboussolé ou désemparé. Donc, je crois qu'on ne vendait pas trop cher la peau de l'Afrique, mais dans le contexte précis, les recherches menées à Madagascar. Donc, je ne suis pas trop surpris de ce revirement et je crois, mordicus, que de l'Afrique berceau de l'humanité, beaucoup de choses peuvent encore... Et on peut imaginer qu'après l'annonce de cet accord, ça doit être un ouf de soulagement qui est posé sur le continent, notamment pour ceux qui croyaient déjà en la capacité de Madagascar de pouvoir mettre en place une solution comme celle-là dans le sens de la lutte contre le coronavirus. Et je crois davantage que c'est quelque chose qui manque aux Africains qui ont peut-être pris le relais de la colonisation en se revêtant d'un certain néocolonialisme béat, parce que Madagascar a osé, et je crois que Madagascar aujourd'hui nous donne raison de dire que quand on a la ferme conviction de ses recherches, de sa pensée et de sa ligne éditoriale, il faut tenir ferme la barque. Nous avons donc en ligne le professeur Yingeng Moyo. Est-ce que le professeur est en ligne, professeur? Oui, je suis en ligne, je suis là. Alors, quelle a été votre réaction en apprenant cet accord? On se souvient qu'il y a eu quelques tergiversations au départ lorsque Madagascar a annoncé cette tisane, cette solution, le Covid organique pour lutter contre le coronavirus. On a d'abord observé une sorte de réticence de la part des organisations internationales. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette réaction positive aujourd'hui? Vous savez, nous avons des relations extrêmement difficiles, nous, les Africains, avec la communauté dite internationale. Il y a cette attitude condescendante qui anime toujours ces relations. Je félicite le président malgache pour avoir annoncé très tôt la découverte de sa potion magique et surtout d'avoir tenu ferme aux pressions de la communauté internationale. Vous savez que dans un premier temps, ils ont essayé de tourner au ridicule cette information. Mais le président malgache, au vu au su de tout le monde, a pris ce médicament et il a été prouvé que c'est un médicament qui soignait efficacement ceux qui étaient atteints par cette pandémie. Donc il a eu du culot. Et c'est ce qu'on demande aux chefs d'État africains, à la majorité des Africains, d'avoir du culot, de savoir s'affirmer. Cela nous manque très souvent. Que l'OMS change de fusil d'épaule, cela ne surprend personne. De toutes les façons, cela ne me surprend pas. Mais là, je sens une petite ruse. Parce qu'ils veulent la formule. Quand je dis ils, ça veut dire la communauté internationale. Il y a eu quand même un échange de protocole entre les Malgaches et l'OMS. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir la formule magique de ces produits. Et c'est quelque chose qui est assez courant dans l'attitude des Occidentaux. Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, et je peux vous dire que ça fait un bon moment, lorsque nous étions à l'école primaire à Bafoussam, chaque semaine, on nous donnait un comprimé jaune. C'était la fameuse prémaline. Et ce comprimé venait d'un produit de chez nous, bien de chez nous, le quinquina, qui était à l'époque cultivé dans la région de Tchang par un Français, le fameux Lagarde, qui a encore son nom dans un pavillon à l'hôpital central de Yaoundé. Donc, vous savez, il est décédé d'ailleurs en 1974, je crois, paix à son âme. Mais après avoir cultivé ce quinquina, il a
exportés en Europe et c'est à partir de là que l'on a trouvé la fameuse prémaline, qu'on a trouvé la chloroquine, dont on va parler sûrement tout à l'heure. Donc vous voyez que c'est une histoire qui se répète. Et vous voyez bien les difficultés qu'a le professeur Raoul de Marseille pour pouvoir imposer ses idées sur la scène internationale. Vous voyez bien que l'OMS a décidé, avec les grandes firmes pharmaceutiques, de ne plus laisser prescrire la chloroquine, qui pourtant sauve des vies. Je dois vous avouer que, par exemple, dans le cas de Madagascar, il y a beaucoup de vies qui ont été sauvées. Cela va se reproduire, ça j'en suis sûr, dans toute la scène de recherche en pharmacie en Afrique. Vous avez plein d'Africains, plein de chercheurs africains qui ont découvert des produits. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais je ne vais pas monopoliser la parole, je vais laisser les autres continuer. Ce qui veut dire quoi en définitive? Que je n'ai pas confiance à la communauté internationale. Les Africains doivent s'affirmer, doivent chercher à se protéger contre cette pandémie. Ils en ont les moyens, ils connaissent toutes les difficultés qu'ont les familles africaines à survivre dans cette pandémie. Donc, pour ma part, je me dis qu'il faut que l'Afrique continue à compter sur elle-même. Divna, sur ce sujet, professeur, on voit bien qu'il y a eu comme une sorte, que certains considèrent comme une sorte d'incompréhension. Le professeur Raoul est français. Il propose un protocole, il y a des hésitations au départ, et après on l'adopte, et quelques temps après on se dit non, c'est pas le bon. Il est français, il est occidental. En face, il y a Madagascar, un pays africain. On se souvient de cette interview accordée sur une chaîne internationale par le président malgache qui disait, écoutez, bon, c'est parce que c'est Madagascar. Si ça avait été un autre État, peut-être que très vite les gens se seraient ravisés et auraient accordé une attention beaucoup plus importante à cette affaire-là. Comment est-ce que cela se comprend? Si Raoul avait été africain, on aurait certainement dit oui, c'est parce que c'est un Africain. Mais comment ça s'explique qu'il soit traité de cette façon? Pourtant, il diffère des résultats avec cette affaire. Je crois que c'est cas, et bon, peut-être vous me permettez de prendre quelques secondes pour en rajouter un peu à l'analyse pertinente faite par le copanéliste tout à l'heure. Mais juste pour dire, c'est vrai que le revirement de l'Organisation mondiale de la santé peut dénoter d'une sorte de subterfuge ou bien d'artifice pour essayer de récupérer peut-être la formule et la reprendre autrement. Mais je crois qu'il y a cette dimension du doute sceptique et méthodique qu'on doit toujours avoir à l'esprit. Donc c'est vrai que c'est pas évident que l'Organisation mondiale de la santé vienne d'un bon pied ou bien une fois pour toutes, mais il reste quand même que l'Organisation mondiale de la santé a trahi un des points le plus focal de ce qu'elle devait représenter, la crème de la recherche scientifique, ou alors le véritable gendarme de la santé mondiale. Donc je crois qu'il y a cette défaillance-là qu'il faudrait souligner pour dire que l'OMS finalement montre à la face du monde qu'elle baignait dans une sorte de vacuité d'une culture de recherche scientifique ou alors d'un nihilisme de culture ou de tradition scientifique. Alors cette précision étant faite, pour revenir, je crois qu'il y a ce stéréotype et stigmate lié aux nègres qu'on a qualifié d'être essentiellement émotif. Et puis bon, l'Occident qui est considéré comme quelque chose d'assez pur, d'assez ascète et d'assez hellène. Donc pour dire que Madagascar s'impose par les résultats que le remède a dû produire. Et avec la montée galopante de la pandémie, l'Organisation mondiale n'avait pas autre choix que de se rapprocher de Madagascar pour essayer de trouver une porte de sortie à cette pandémie qui finalement cloue tout le monde au pilori. Pendant que le protocole qui était proposé par le professeur Raoul est pratiquement écarté.
Bon, je crois que cette fois, on ne pourrait pas dire que comparaison vaudrait peut-être raison. Je crois ce sont des scientifiques qui ont mené des études. Donc, il sera difficile pour un sociologue de dire est-ce que la position ou la proposition de Raoul est telle. Faisons confiance à ceux qui ont prêté le serment d'Hippocrate et qui ont mené des études profondes pour arriver à déterminer qu'est-ce qui est efficient, qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui au plan thérapeutique peut véritablement soigner. Parce que dans ce débat, il y a beaucoup ont insisté sur les enjeux économiques et financiers qu'il y a autour de la vie des firmes pharmaceutiques et tout ce qu'on peut imaginer en rapport avec le fonctionnement de l'OMS. De tout temps et de tout le fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé ou même de l'Organisation des Nations unies, il a toujours été question de calcul mesquin et mercantiliste. Donc l'intérêt a toujours été la base et on peut comprendre effectivement cette lutte sous-jacente des firmes pharmaceutiques parce que imaginez qu'une pandémie qui touche tout le monde et que une firme pharmaceutique arrive à avoir le monopole peut-être de la commercialisation du produit, je crois que le gisement financier est inestimable. Professeur Ingmoyo, qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut expliquer cette tergiversation? C'est vrai que vous avez commencé à développer là-dessus tout à l'heure, mais qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette tergiversation qu'on a observée au départ, lorsqu'on a annoncé cette tisane, ce Covid organique? Est-ce que c'est lié à une sorte de suspicion légitime au regard du caractère délicat du sujet qui porte quand même sur une question de santé publique, ou bien cela est lié de votre point de vue à ces préjugés défavorables qu'on a développés autour de la capacité des Africains à pouvoir apporter leur contribution dans le Conseil des Nations, notamment pour des questions de science? Vous savez, je commence par la proposition du professeur Raoul. N'oubliez pas que le professeur Raoul est né en Afrique et qu'il a fait ses classes au Sénégal. Ça, c'est un premier point. Et vous savez très bien que tout ce qui vient de l'Afrique est regardé à un air de mépris. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous avons là des intérêts énormes en jeu, des intérêts financiers. Les firmes pharmaceutiques, qui sont parmi les groupes les plus riches du monde, même les cosmétiques, on peut les mettre ensemble. Donc, ils ont des intérêts énormes. Lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui n'est pas sous leur emprise, ce n'est pas qu'ils ont de la suspicion. La suspicion devient une stratégie pour masquer la peur de perdre des gros marchés. Ils ne peuvent pas accepter que les Africains fassent du tiers-monde d'une façon générale. Ils ont eu d'abord la suspicion par rapport à la Chine, mais cela ne sert plus à rien. Avec le monde et la capacité d'information que nous avons aujourd'hui, on ne peut tenir compte que des résultats qu'on obtient. Je prends un exemple. L'archevêque d'Eda, on peut avoir la suspicion qu'on veut par rapport aux produits qu'il a mis sur la scène publique. Mais il n'y a pratiquement pas de morts qui sont passés entre ses mains. Le professeur Raoul a des résultats excellents. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Lorsqu'un homme a envie de se soigner et que cela devient un problème de survie, il va prendre le médicament à sa disposition pour pouvoir continuer à vivre. Donc tout ce qu'ils font en France, toute l'attitude condescendante, parce qu'ils ont toujours cette attitude de maître à esclave qui date et qu'ils veulent faire perpétrer dans le monde, tant qu'ils auront cette attitude-là, nous aurons une seule alternative. Faire exactement ce que le président malgache a fait, ça veut dire se tenir debout et leur dire, nous avons en main la vie de nos compatriotes et nous devons les sauver. Vous savez, c'est parce que
le produit de certains Africains ne sont pas encore connus, il y a beaucoup de recherches en Afrique. Je vous donne par exemple, à part le Monseigneur Cléda, il y a le professeur Eto de Lille, c'est un Camerounais. Il a mis au point la fagarécine, qui est un puissant médicament qui renforce l'immunité. Donc tous ceux qui prennent ce médicament sont sûrs d'être guéris de Covid-19. Vous avez le docteur Tayou, qui est un Camerounais, vous avez vu, il a fait la une des journaux dernièrement, qui est un docteur vétérinaire et qui a un PhD. Il a mis sur pied un produit, le réactif T3TR, qui est autorisé au Cameroun depuis 2016. Mais il n'a pas assez d'argent. Supposons un instant que son produit tombe entre les mains des Occidentaux, de l'OMS. Ils vont trouver toute une stratégie pour le mettre hors jeu. Parce que qu'est-ce qui se passe pour la chloroquine? Parce qu'il faut le dire, la chloroquine ne coûte pas cher. Et la chloroquine soigne. Le produit qui est proposé en remplacement de la chloroquine, c'est un produit qui n'est pas efficace et qui coûte près de 400 €. Vous voyez, ce sont là des enjeux qui sont énormes. Donc il ne faut pas qu'on se voile la face. Et ils ont envie de vendre, les groupes pharmaceutiques ont envie de vendre cher leurs produits et ils ne veulent pas de la chloroquine, qui est déjà le brevet pour la chloroquine n'existe pratiquement plus. C'est ce qu'on appelle dans les produits, dans les médicaments, ceux qui sont plus sujets à des brevets. Donc ils ne coûtent pratiquement rien. Ils sont fabriqués en Chine, ils sont fabriqués en Inde, au Pakistan et même en Afrique. Je crois que même ici au Cameroun, on est en passe de reprendre la fabrication de la chloroquine. Donc ne nous faisons pas d'illusions. Nous sommes dans une situation de dépendance par rapport à l'Occident. Et tant qu'ils auront l'occasion de maintenir cette situation par rapport à l'Afrique, ils ne vont pas se priver parce qu'il y a là des gros sous à gagner. Et nous avons tout à perdre en jouant le jeu de l'Occident. Professeur Ingemoyo, vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y a un certain nombre d'essais, disons ça comme ça, qui ont été faits ça et là dans le sens d'apporter des solutions contre le coronavirus. Si on s'en tient à votre analyse, on peut avoir le sentiment que chacun peut se lever un matin et décider de mettre au point une potion. Cela donne le sentiment que vous remettez en cause le rôle de régulation de l'Organisation mondiale de la santé. Vous avez vu que dans le cas de Madagascar, quand même, ils ont dit, écoutez, on va faire des essais cliniques, on va vous accompagner selon un protocole ou un process qui est universellement reconnu. Et au bout donc, de ce processus, s'il est établi, au terme des essais cliniques, que c'est un médicament qui est efficace, eh bien, à ce moment-là, on va trouver des mesures pour pouvoir le mettre à la disposition d'un plus grand nombre. Non, ce n'est pas ce que je dis. J'ai dit ceci. Il y a des médecins, il y a des pharmaciens, il y a des chercheurs africains qui ont suivi un protocole de mise en place d'un médicament. Et lorsqu'il est mis en place, les Occidentaux, avec l'OMS, ne veulent pas le reconnaître. Est-ce qu'il est encore question de mettre en place tout un protocole pour la validité de la chloroquine? Non, puisque je vous dis qu'on l'utilise depuis près de 60, 50, 40 ans et qu'il est efficace. D'où vient-il qu'aujourd'hui, l'OMS, avec les firmes françaises et anglaises, pas américaines, parce que le président Trump, il prend la chloroquine. Les Brésiliens qui sont en passe, qui sont dans une mauvaise passe, ils prennent la chloroquine. Les Chinois se sont soignés à la chloroquine et à l'artémisia.
Donc, ce sont là des scientifiques de haut niveau. Lorsque je vous parle du professeur Eto'o, c'est un chercheur camerounais qui est reconnu et qui est basé à Lille et qui a pignon sur rue à Bruxelles, dans des pharmacies. Je vous dis que le docteur Taïou a mis en place un médicament au Cameroun, la réactine 3TR, qui a suivi un protocole. Et aujourd'hui, il lui manque de l'argent pour pouvoir fabriquer ce médicament. Donc, les Africains ne sont pas contre le protocole pour arriver à un produit reconnu. Ce sont là des produits qui sont déjà reconnus. Mais quand même, ces Africains, ces médecins, ces chercheurs, ils ont fait les mêmes études que les Français ou que les Anglais ou que les Américains. D'où vient-il qu'on ne veuille pas reconnaître leur recherche? D'où vient-il, pour mettre court au débat, d'où vient-il qu'on ne veuille pas qu'on remette en cause la chloroquine qui a près de 80 ans d'efficacité? Donc vous voyez là qu'il y a une roublardise que nous ne pouvons plus accepter. Nous, les panafricanistes, nous ne pouvons pas accepter cette attitude de mettre à esclave qu'on nous impose. Et la jeunesse africaine qui va faire des études, qui fait des études, ce qui veut dire qu'ils veulent être reconnus en tant que chercheurs à la fin de leurs études. Ils veulent que le produit de leur recherche soit reconnu. Tout est là. Donc, pour vous dire simplement, si c'est ça, ils ne mettraient pas en cause, ils ne remettraient pas en cause l'efficacité de la chloroquine. Vous avez vu toute une stratégie mise en place pour disqualifier la chloroquine. Ils ne veulent pas comprendre que lorsque le professeur Raoul dit qu'il faut utiliser la chloroquine, ils ne veulent pas que le professeur Raoul dit qu'il faut utiliser la chloroquine en début de la maladie. Donc quand c'est prescrit par des médecins généralistes, ils refusent, ils attendent quand vous êtes dans des cas graves, ils vous amènent à l'hôpital sous les respirateurs, là où la chloroquine ne sert plus à rien. Je dois vous dire une chose. Ces gens-là, comme disait Brel, ils sont mauvais. Ils sont méchants. Parce qu'il y a des gens qui meurent. Alors, on revient à vous tout à l'heure, professeur Gadjivna, je sais que vous êtes un peu plus... oui, je suis là. Je sais que vous êtes un peu plus réservé sur cette question. Peut-être à la différence du professeur Ingem, vous n'allez pas crier au complot. Je crois qu'il faut avoir le juste milieu, comme quelqu'un dirait, la bonne raison fuit toute extrémité. Je crois qu'on ne gagne rien en étant extrémiste. C'est vrai que dans le fond, je peux comprendre la position du copanéliste. Il y a un peu cette structuration au complexe d'infériorité qui a toujours caractérisé l'Africain. Et il y a de ce que l'Occident est convaincu que le noir est un être inférieur qui n'est pas apte à réflexion, qui n'est pas apte à la création, qui n'est pas apte à l'inventivité. Je peux comprendre que c'est cela qui sous-tend son idée, mais il faudrait quand même avoir une petite rationalité pour dire que si la chloroquine était, je crois, que la panacée, est-ce que nous pensions sincèrement qu'avec autant de morts en Occident, ils auraient hésité, surtout comme il est dit, pour un médicament qui a 40 ans, 50 ans et autres, c'est-à-dire qui a perdu toute propension de brevet. Donc je crois qu'il y a quand même ce recul qu'il faudrait prendre. Et puis pour dire de manière, d'un point de vue amateur, que je crois que la chloroquine doit être associée à un autre protocole pour soigner. Donc c'est un appel plutôt à la percutance et à la pertinence des recherches de nos collègues de la médecine, eux qui sont supposés, de par les études qu'ils ont menées, mettre au point quelque chose qui pourrait peut-être soigner. Et cela dit, je reviens encore à l'Organisation mondiale de la santé pour dire que normalement, elle devrait, cette organisation, recruter la crème de l'intelligentsia dans le domaine et nous éviter ce débat où tout le monde trouve à dire,
la chloroquine soigne, la chloroquine ne peut pas soigner. Bon, c'est parce que c'est une proposition purement africaine qu'elle ne peut pas prospérer. Madagascar... Mais ce nouvel épisode dans cette affaire de lutte contre le Covid, avec notamment ce soutien que l'OMS décide d'apporter à Madagascar, ça peut être une avancée qui permet peut-être de changer le regard aussi qu'on a sur cette organisation considérée comme une institution néocoloniale. Donc la gêne, je crois, est que l'OMS aurait dû franchir ce pas un peu plus tôt. Et on aurait peut-être, avec l'avancée de la collaboration, sauvé peut-être des vies. C'est à ce niveau-là. Nous saluons fermement l'option de retour et de rapprochement de l'Organisation mondiale de la santé avec Madagascar. Mais il aurait fallu que cette lucidité caractérise l'Organisation mondiale de la santé aux premières heures de la pandémie. Et peut-être qu'on aurait... Ces hésitations sont peut-être liées à ce que vous avez appelé la suspicion légitime. C'était des non, je crois que le doute méthodique, c'est de reconnaître. Or, l'Organisation mondiale de la santé était dans une réaction hérétique et dans une approche de rejet systématique de ce que Madagascar ne pouvait pas. Donc je crois que c'est plutôt cela. Ce n'était pas comme cette démarche actuelle pour dire, bon, nous allons essayer, nous allons vous accompagner, nous ferons les expérimentations ensemble, quitte à conclure à la validité ou à la non-validité du médicament. Donc, il s'agissait plutôt d'une réfraction systématique, mais pas d'un doute méthodique. Professeur, vous avez indiqué tout à l'heure que les Africains doivent s'organiser pour se soigner et échapper à ce Covid organisé. On a bien vu que depuis que cette solution a été proposée par Madagascar, il y a un certain nombre de pays qui s'y sont mis. On parle de la RDC, du Congo, du Niger, de la Guinée-Bissau. Est-ce que on devrait s'attendre à ce que beaucoup d'autres pays puissent rentrer dans ce train-là? Est-ce que cela pourrait garantir une efficacité certaine à ce protocole malgache? Je vais d'abord revenir sur quelque chose qui me semble important. Mon copanéliste ne semble pas être en contradiction avec ce que je dis. Je dis bien que l'OMS, qui est une organisation de l'ONU, c'est-à-dire mondiale, a eu des réticences au départ. Ce que je dis de plus, c'est que cette réticence venant d'une organisation qui est au sommet de la santé mondiale est fortement coupable dans la mesure où pendant ce temps-là, beaucoup sont morts. Or, cela n'est pas permis. Et je vous assure que, connaissant les Français, les Anglais, les Espagnols, il y aura des procès en cascade pour établir les responsabilités. Ça, n'ayez aucun doute là-dessus. Donc, ce que je reproche à l'OMS, c'est qu'en connaissance de qu'elle a été réticente au début, et pendant ce temps, il y avait des gens qui sont morts. Qu'est-ce que vous voulez que les Africains fassent maintenant, là, qu'on a adopté la chloroquine et le Covid de Madagascar? S'ils remettent ça en cause, qu'est-ce qu'on fait? On attend la mort ou bien on fait avec ce que l'on a sous la main? Le problème est là. Vous avez vu comment la pandémie fait rage ces jours-ci du fait qu'on a déconfiné. Qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de Camerounais ont acheté de la chloroquine. On a fait des stocks pour pouvoir nous sauver. Si on les suit, qu'est-ce qu'on fait? Alors que la chloroquine a sauvé des vies à Marseille. C'est 0,5% de décès à Marseille. Or, ils ont été soignés avec la chloroquine et l'exithromycine. Donc, que les Africains suivent le protocole malgache, qui suivent les protocoles camerounais, qui suivent les protocoles béninois, la Prévine, parce que quand vous n'avez rien d'autre, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez mourir. C'est ça que je reproche à l'OMS. Et tout le monde sait que l'OMS est en majorité financée par les Américains. Et les Américains les ont lâchés à cause de toute cette tergiversation. Et ils ont pris le cavalier seul. Parce qu'il y avait des milliers de morts par jour aux États-Unis. Il faut savoir lire
le message politique. Trump va aux élections. Et il y a des Américains qui meurent. Et il utilise la chloroquine. Il voit bien les manœuvres de l'OMS. Pourquoi l'OMS refuse la chloroquine? Qu'est-ce qui peut sauver les Brésiliens aujourd'hui? On va décimer le Brésil, on va décimer les États-Unis, on va décimer l'Afrique. L'OMS sait très bien qu'il y a en Afrique une solution alternative. La médecine occidentale n'est pas la seule. La pharmacopée occidentale n'est pas la seule. Alors, si on doit se soumettre à leur protocole avant de nous soigner, moi je dis non. Alors, on est obligé de faire avec ce que l'on a pour l'instant. D'autant plus qu'on n'a pas d'argent pour avoir de la chloroquine à 7 000 francs et l'acheter à 120 000. Qu'est-ce que vous faites? Alors qu'on n'est pas sûr de leurs médicaments. Alors qu'il y a un professeur qui montre que la chloroquine et l'azithromycine, avec du zinc, que ça soigne bien. C'est tout ce que j'ai dit. Il faut qu'à un moment donné, on n'ait que des relations équitables avec l'Occident. Je dis des relations équitables. Alors, professeur, qui respectent les scientifiques qui ont été formés chez eux. Alors, professeur, en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, face à cette situation maintenant où on a effectivement un protocole qui est proposé par Madagascar et qui va avoir le soutien de l'Organisation mondiale de la santé, qu'est-ce que les Africains doivent faire? Tant mieux. S'ils soutiennent Madagascar, alors les Africains se soignent avec ce qu'ils ont sous la main. Ça veut dire le produit malgache. Mais je rappelle qu'il y a la Prévine béninois, qu'il y a le Réactine T3 du Cameroun, qu'il y a Monseigneur Cléda. Ce sont tous. Mais vous imaginez, l'OMS ne sait même pas que le produit de Monseigneur Cléda existe. Alors, c'est pour quand la reconnaissance de ce produit? Et on voit bien combien de morts sous les mains de Monseigneur Cléda. Il n'y en a presque pas. Donc, nous n'avons pas à nous amuser avec la vie des Africains. S'il n'y a que ça, pour l'instant, s'il n'y a que des produits des Camerounais, des Africains, on va les utiliser. On va essayer de sauver la vie des Africains. On ne peut pas suivre un cheval qui court plus vite que nous et qui nous amène dans l'impasse. Alors, avant de revenir au professeur Gadifna, certainement qui va réagir sur ce que vous venez de développer, est-ce que si au bout de ce process, avec les essais cliniques, parce qu'il faut rappeler qu'il y a des essais cliniques qui ont été lancés sur un autre protocole qui concerne, je crois, un médicament injectable. Le président malgache a indiqué que au bout d'un mois, on sera fixé sur l'efficience ou non de cet autre médicament. Est-ce que vous pensez qu'avec ces résultats de Madagascar, le regard que le monde de façon globale pose sur l'Afrique pourrait changer, professeur Ingemoyo? Le regard, je vous dis une chose. Il y a des chercheurs, des sociologues, des ethnologues qui ont dit que le 21e siècle sera africain. Le 20e siècle est africain. Et il sera africain au 21e siècle. Il n'y a plus rien à faire. Je vous ai dit qu'avec la capacité d'information et de s'informer, on ne peut plus rien cacher. Les gens sont malades, ils veulent se soigner. Ceux qui ne le veulent pas doivent nous dire ce qu'ils ont comme projet pour l'Afrique. Les Africains doivent se construire un projet de vie, un projet de société. Nos parents ne sont pas morts. Les Kwame Nkrumah, les Nasser, les Sékou Touré, qui voulaient le panafricanisme, ils voulaient sauver l'Afrique. S'ils vivaient encore, je vous assure que le débat ne serait plus à ce niveau-là. Et si le président malgache a le culot, si on peut le dire ainsi, de s'imposer par le produit que ces chercheurs ont trouvé, alors
la communauté internationale sera obligée de compter sur l'Afrique. Pratiquement tous les médicaments que vous voyez sur le marché sortent des forêts africaines, amazoniennes et chinoises. Donc, vous avez des chercheurs. Peut-être qu'ils ont eu le tort d'admettre nos enfants chez eux pour étudier, mais nous avons des chercheurs qui sont chevronnés. Il y a une partie qui reste là-bas et une autre partie qui revient en Afrique. C'est eux qui font cette recherche. Ils sortent de leurs universités, ils sortent de leurs centres de recherche. À Dakar, tous les chercheurs sénégalais se reconnaissent de Raoul. Même ici au Cameroun, on ne dit pas qu'on a fait des études dans leurs universités. On veut seulement, comme notre copanéliste a fait ses études en Europe, si tu prends un médicament aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de l'accepter. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire que l'Afrique va s'imposer, qu'on le veuille ou pas. Okay. Où est-ce qu'ils vont trouver tous ces produits pour avoir de nouveaux produits? C'est les herbes, par exemple, pour avoir de nouveaux produits. C'est en Afrique. Le professeur Eto, Monseigneur Cléda, qui est un herboriste depuis son enfance, c'est dans cette pratique-là qu'il a trouvé le produit qu'il est en train d'utiliser pour sauver les Africains. La question pour nous ne se pose pas. Il faut que la jeunesse camerounaise se mette debout et essaye de s'affirmer. Nous ne sommes pas extrémistes. Nous sommes réfléchis. Vous avez vu, depuis que cette pandémie est au Cameroun, je n'ai pas beaucoup parlé. Je voulais m'informer sur le tenant et les aboutissants de certaines attitudes. Et là, j'ai compris. À un moment donné, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute avec les Occidentaux. Nous avons des produits chez nous. Nous avons des herbes chez nous. Nous nous sommes toujours soignés depuis des millénaires avec nos produits. Et ça, ils le savent. Le problème, c'est qu'ils veulent que ce soit eux qui mettent ces produits-là sur le marché. C'est tout. Alors, si on veut, on ouvre la porte, ils viennent prendre tous ces produits, ils s'en vont suivre des protocoles, faire suivre des protocoles dans leurs usines pharmaceutiques, et ensuite, ils viennent nous vendre ça au prix fort pour nous maintenir encore dans la dépendance économique. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. On n'est pas des extrémistes. Nous devons être réalistes. On dit souvent, oui, vous, j'ai entendu quelqu'un dans une télévision dernièrement dire, oui, mais le professeur Moyo est un idéaliste. Oui, je suis un idéaliste. Les panafricanistes sont des idéalistes. Les Africains sont des idéalistes. Mais ils deviennent de plus en plus réalistes. Très bien. Merci, professeur Imre Moyo. Nous allons vous retrouver dans quelques minutes pour votre dernier jet et votre conclusion avant de retrouver donc le docteur Petitpé à Paris. Alors, professeur, est-ce que ce Covid organique de Madagascar, cet exploit réussi par Madagascar, est-ce que cela suffit pour que véritablement le regard sur l'Afrique puisse changer? Non, je crois irrécusablement le regard sur l'Afrique doit changer parce que c'est une pandémie qui focalise toute l'attention du monde. Et puis Madagascar marque donc un point précieux à l'échelle mondiale. Donc il va de soi que le regard sur l'Afrique devrait changer parce que les grands laboratoires, les plateaux techniques les plus relevés se retrouvent en Europe, les firmes pharmaceutiques se retrouvent en Europe, mais curieusement c'est dans cette petite île de Madagascar que l'espoir, les prouesses scientifiques sont venues. Donc, de mon point de vue, le regard sur l'Afrique a d'ores et déjà changé. Mais je voudrais, peut-être vous me permettez, d'ajouter à la belle analyse du professeur Moyo, peut-être que nous voyons le problème entre l'Occident et peut-être l'Afrique. Mais il y a quelque chose, un vice pernicieux au niveau de l'échelle de l'Afrique même. L'Africain est aussi structuré par ces gènes de l'autoflagellation. Parce que peut-être c'est l'OMS qui remet
quelque peu en cause les prouesses de Madagascar, mais il y a ce principe d'autoflagellation qui caractérise aussi l'Africain, qui pense que rien de bon ne peut venir de son frère. Et pour le moment, nous parlons de l'OMS et de Madagascar, mais je crois que pour les analystes les plus fins de l'actualité ou de l'arène nationale, devraient aussi conclure à ce que le monseigneur Cléda a mis au point un produit qui soigne, c'est avéré. Et puis, prenez donc le temps pris entre cette période de probatoire, le temps de l'équipe du ministère de la Santé pour être reçu il y a 48 heures par le Premier ministre, chef du gouvernement. Donc je crois qu'il y a cette démarche attentiste qui n'est pas pour sauver des vies. Donc il faudrait reconnaître ce qui est pertinent, ce qui est rationnel, ce qui peut sauver des vies et puis avancer. Donc on doit être dans cette disposition de la rationalité, de la logique. C'est cela qui justifie qu'on n'ait pas entendu beaucoup d'Africains s'exprimer justement sur cette prouesse malgache en temps normal. Hein. Peut-être qu'on devait voir une sorte de mobilisation tous azimuts des pays africains soutenir Madagascar et voir quelles peuvent être leurs contributions pour qu'effectivement Madagascar puisse se produire, je veux dire, pour que l'efficience de ce protocole soit garantie. Qu'est-ce qui peut justifier aussi cet attentisme de la part des pays africains? Bon, je crois qu'il y a un ordre. La plupart des pays africains sont encore régentés par le joug colonial. Vous comprenez bien que le discours d'ouverture, par exemple, de certains chefs d'État africains que je ne voudrais pas citer, qui ouvrent maintenant la voie à la pharmacopée traditionnelle, aux autres expertises des savoirs en dehors des canaux institutionnels, soit des ministères de la Santé, soit de l'Organisation mondiale de la santé, tient d'un discours dominant ou alors d'un assujettissement des chefs d'État africains aux grandes métropoles. Et vous voyez bien que les décisions sont calquées à partir du déclic de l'Occident. Nous allons déconfiner, vous allez trouver des pays africains qui vont dire, bon, nous déconfinons, nous allons réouvrir des écoles une semaine après. Donc il y a un peu cet effet d'entraînement, de suivisme, j'allais dire peut-être suivisme moutonnier, qui nous caractérise. Donc je crois que c'est le moment où plus que jamais l'Africain doit se relever en profitant de cette prouesse de Madagascar pour dire qu'en termes de créativité, en termes d'ingéniosité, l'Afrique est capable. Professeur Ingemo, peut-être votre dernière intervention dans cette émission, avant qu'on ne retrouve le docteur Petitpé. Pour terminer, est-ce qu'il y a, de votre point de vue, des obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin de Madagascar dans la recherche de cette solution ou de la solution contre ce coronavirus? Est-ce qu'il y a des obstacles qui pourraient se dresser sur le chemin de Madagascar? De quel ordre? Je suis heureux ce soir après ce débat parce que j'avais quelques inquiétudes au départ, mais avec mon copanéliste, on se retrouve dans sa conclusion. Ça, c'est la première chose. Parce que il explique là exactement les raisons de la méfiance de l'OMS et l'attitude que les Africains devraient avoir et les Africains à travers leurs dirigeants. Si j'ai peur, ce que je pense du destin des produits malgaches et de Madagascar et du chef d'État malgache, les trois vont ensemble. Le destin du produit, le destin de Madagascar et le destin du chef d'État malgache. Parce que beaucoup d'Africains ignorent quelque chose d'essentiel. C'est que lorsque nous sommes devenus indépendants, nos dirigeants ont signé à l'époque des accords avec les pays colonisateurs occidentaux. Ils ont la main mise dans certains domaines sur tout ce que nous pouvons faire en Afrique. Vous avez vu par exemple, il y a quelques années, on a fermé
la filière philosophie dans nos universités ici au Cameroun. C'était sur instruction. Vous savez, les philosophes, ils réfléchissent beaucoup. Et vous voyez qu'à un moment donné, on avait privilégié ici les filières littéraires. Ça fait partie des accords que l'on avait signés à l'époque. Si nous avons par exemple les minéraux, et regardez un pays comme le Congo, la République du Congo, qui est toute une mine d'or, de bauxite, de diamants. Regardez ces enfants, les enfants congolais qui croupissent dans la misère. Et vous ne vous posez pas de questions. Regardez la Guinée de notre grand frère, la Guinée-Conakry. C'est là-bas qu'il y a de la bauxite. Regardez le Mali. Le Mali, les chefs d'État changent au gré d'Areva. Et ça, les Africains doivent le comprendre. La position de Madagascar vis-à-vis de la communauté internationale est une position de défi. Le chef d'État malgache a adopté une position de défi. Nous, les Africains, nous devons le défendre. Nous devons défendre les produits africains. Et comme je vous ai dit au départ, il y a une pandémie qui ravage nos populations. Nous devons nous soigner avec le produit de Monseigneur Cléda, avec le produit malgache qui est officiellement connu, avec le produit du docteur Tan, ils sont des centaines de chercheurs. Donc c'est aux Africains de savoir ce qu'ils veulent. S'ils veulent continuer leur réflexion dans les accords secrets qui ont été signés et qui sont petit à petit, je dois l'avouer, démantelés, alors nous avons encore beaucoup de temps, mais je crois à la jeunesse africaine. Voilà. La jeunesse africaine est une jeunesse intelligente. C'est une jeunesse qui doit se mettre debout. Je suis président d'un parti, le mouvement citoyen. Nous ne sommes pas là pour dire il faut l'alternance, il faut l'alternance. Il faut l'alternative. Parce que si vous changez de personnes en restant dans le même système, l'Afrique n'a pas d'avenir. Il faut des politiques alternatives. C'est-à-dire qu'il faut faire autre chose. Le système néolibéral, c'est-à-dire le système capitaliste, c'est ce qui fait que les firmes pharmaceutiques qui brassent beaucoup d'argent veulent rester dans cette logique. Mais il y a une alternative. Dis non au système libéral. Dis non au franc CFA. Vous avez vu la combinaison qu'ils ont trouvée pour nous faire croire que le franc CFA... Bon, c'est vrai que ça a changé un peu. Mais je dis ceci pour le mouvement citoyen. L'Alliance patriotique est en œuvre pour que l'Afrique puisse rester, puisse se lever, la jeunesse africaine puisse se lever et défendre ses droits. Je souhaite bonne chance au chef d'État malgache, mais nous avons le devoir de le soutenir, de soutenir les chercheurs africains. Je dis aux Africains aujourd'hui, respectez les mesures barrières. Ne dites pas non aux produits que vous avez sous la main pour sauver vos vies. En attendant, un miracle qui viendra d'ailleurs où il ne se retrouve pas. Je vous dis une chose, levez-vous, défendez vos frères qui osent. Défendez le panafricanisme, adhérez au mouvement citoyen. Merci, professeur Ingemouyo. Je rappelle que vous êtes architecte urbaniste, mais vous êtes surtout homme politique, président du MOCI, le mouvement citoyen, qui fait partie d'une plateforme qu'on appelle l'Alliance républicaine. Et j'aime bien ajouter que vous êtes panafricaniste. Merci pour cette intervention dans le cadre de cette émission 237 de débat. Et retrouvons-nous certainement dans les jours à venir, peut-être sur ces mêmes antennes ou dans le cadre d'autres magazines. Infiniment merci. Alors, professeur Gadifna, pour beaucoup d'analystes, on va retrouver dans quelques secondes le docteur Petitpé, qui est médecin cardiologue, qui exerce en région parisienne. On va le retrouver dans quelques secondes, mais le temps d'avoir l'avis
du professeur Ngadjifna sur ce plateau. On a beaucoup d'analystes soutiennent qu'au lendemain de cette pandémie de coronavirus, il va se dessiner, il va se mettre en place un nouvel ordre international dans lequel l'Afrique sera appelée à jouer un rôle important. Une simple vue de l'esprit? Non, je ne pense pas que ce soit une simple vue de l'esprit. Si, comme pour reprendre la conclusion du professeur Moyo, si nous soutenons le président malgache, je crois que c'est quelque chose qui fera tache d'huile. C'est quelque chose de particulièrement précieux, un point que l'Afrique marque à l'échelle mondiale et qu'on ne pourrait pas d'aussitôt passer sous silence cette prouesse, cette bravoure africaine. Elle est donc, cette Afrique, en mesure de faire modifier les rapports de force en sa faveur dans le fonctionnement du système des Nations Unies? Il faudrait peut-être que cet acte soit soutenu parce que les présidents malgaches, de sa texture, de son zèle, il y en a combien? Donc je crois qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs de la trame, du moral, de la fougue, du zèle du président malgache pour véritablement tenir le coup. Parce que c'est un point qui est marqué, mais il faudrait donc d'abord renforcer ce point et puis suivre le pas. Donc c'est ce qui pourrait peut-être manquer. Donc si les autres présidents, les chefs d'État à leur niveau peuvent faire donc l'éloge et l'apologie de toutes les prouesses scientifiques pour arriver à démontrer que l'Africain est capable d'un certain nombre d'actes pour faire avancer l'humanité. Je crois que c'est par là que nous allons véritablement et durablement marquer l'échiquier mondial. Donc mais au regard de la configuration actuelle et de la structure mentale, peut-être même de ces dirigeants africains aujourd'hui, on n'a pas des raisons d'être optimiste. D'un point de vue, là je rejoins votre analyse, d'un point de vue personnel, je crois qu'il y a plus de mauvaises graines que de bonnes graines. Donc, mais il ne faudrait pas baigner dans un défaitisme ou dans un pessimisme béat. Nous gardons espoir, mais en restant un peu trop léger à croire que, comme le président malgache, nous en avons beaucoup. Non, je crois qu'il y a beaucoup de chefs d'État de parade qui font, je crois, qui appliquent les instructions tirées de l'Occident. Et ne soyons pas surpris qu'à un moment de cette histoire de la montée en puissance de Madagascar, qui est ce phénomène d'autoflagellation dont je pensais, pour que certains chefs d'État ou bien certains Africains essayent de se rebiffer ou alors recuser même l'efficacité ou l'efficience du Covid organique malgache. On a donc en ligne le docteur Petipé Kapé. Docteur, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes donc en direct sur Equinox Télévision dans le cadre de cette émission 237, le débat. Vous venez à la suite du professeur Théophile Yingué-Moyo, qui est architecte urbaniste. Il est homme politique panafricaniste, président national du mouvement citoyen, le MOSI. Et sur ce plateau, le professeur Charles Ngadjifna, qui est enseignant à l'université de Douala. Il est sociopolitiste. Vous êtes donc docteur Petipé Kapé, médecin cardiologue formé en France et exerçant en région parisienne. Je dois également ajouter que de façon globale, vous avez une formation qui est orientée vers le traitement des troubles de rythme cardiaque. Je crois que c'est bien cela, avec implantation des stimulateurs et de défibrillateurs cardiaques et des procédures d'ablation, entre autres. C'est vrai que ça peut paraître un peu rébarbatif pour ceux qui ne sont pas des initiés du lexique médical, mais retenons que vous êtes tout simplement médecin cardiologue. Merci d'être avec nous ce soir dans le cadre de cette émission 237 débat. Première question, docteur Clarence Petipé. Vous avez suivi cet accord passé entre l'OMS et le gouvernement malgache sur le Covid organique, en tout cas sur les essais cliniques que l'OMS devrait accompagner et qui devraient peut-être probablement déboucher sur, sur une formule qui permettrait de vaincre définitivement le coronavirus. Quelle est votre réaction, votre lecture en tant qu'Africain formé en France et exerçant en Occident? Merci de m'avoir invité. J'ai trouvé très intéressant l'intervention
des deux copanélistes. Alors, vous me posez la question de ma lecture en tant que médecin exerçant en Europe. Je dois dire quand même que ma première réaction va être celle d'un profane. D'emblée, je dis que c'est une bonne chose, même si je ne sais pas si ça marche. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis que c'est une bonne chose. Je dis que c'est une bonne chose parce qu'on va changer de paradigme. Ça vient du Sud pour les gens du Sud. Et en cela, c'est déjà un point capital de la suite de mon intervention. Ensuite, en tant que médecin, je suis un peu réservé. Je sais que je vais faire bondir mes deux copanélistes. Il y a de la méthodologie dans la science. Tout à l'heure, on va parler de le tournant. La vraie question, c'est est-ce que nous parlons de la même chose? Si nous parlons de la même chose, nous devons avoir les mêmes règles pour les analyser. Sinon, ça devient polémique. Mais globalement, retenez que je suis plutôt satisfait qu'une solution du Sud arrive pour les gens du Sud. Oui, mais docteur Bétipé, le Covid organique, s'il est avéré qu'il soigne, il ne soignera pas seulement les habitants du Sud, il soignera toute l'humanité. Tout à fait. Mais vous comprendrez que je ne puisse pas au jour d'aujourd'hui juger l'efficacité du Covid organique. Je fais confiance aux autorités malgaches, je fais confiance aux scientifiques qui affirment son efficacité, et je pense que c'est une bonne chose. Mais l'OMS a été réticent au départ, mais maintenant a décidé de soutenir. Il y a comme une sorte de trop-pédalage, je peux parler de volte-face. Cela signifie quand même qu'il pourra avoir du bon dans cette démarche. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut justifier cette réticence-là? On a parlé, le professeur Moyo tout à l'heure parlait du produit mis au point par Monseigneur Cléda. Il a cité d'autres Africains qui ont produit des potions ou des décoctions qui sont en mesure de faire face à cette pandémie-là. Qu'est-ce qui justifie votre réticence? Tout simplement parce que la méthode n'est pas scientifique, c'est ça? Voyez-vous, vous venez de dire qu'est-ce qui justifie notre réticence. On a parlé, mes deux copanélistes ont parlé pendant très longtemps de la polémique concernant l'étude marseillaise du professeur Raoult. Oui. C'est la question de la méthodologie, bien entendu. C'est pour ça que je trouve que il est prématuré à ce stade de rentrer dans cette polémique-là. Moi, je préfère rester sur le côté positif, sur le symbole. Vous me posez la question, vous avez cité, le professeur Moyo a parlé de la solution de Monseigneur Cléda et d'autres médecins. Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. En science, il y a des règles, il y a des méthodologies qui permettent de contester ou d'approuver des choses. Je préfère m'en tenir au fait que les médecins malgaches disent que ça marche. Je suis pour que les Africains l'utilisent. Les autorités malgaches disent qu'il n'y a aucun mort de Covid à Madagascar. Je leur crois. C'est pour ça que je suis pour que les Africains l'utilisent. Mais je n'ai pas des compétences, je n'ai pas des éléments au jour d'aujourd'hui pour pouvoir apprécier l'efficacité de telle portion ou telle autre portion. Et si on vous répondait que cette méthode scientifique dont vous parlez, ces méthodes ou ces règles sont occidentales, qu'est-ce que vous diriez? C'est une bonne remarque. C'est pour ça que il est important que le Sud résolve les problèmes du Sud avec une méthodologie du Sud. Pourquoi je dis cela? Prenons le cas de la polémique sur l'hydroxychloroquine. C'est une question de méthodologie de l'étude utilisée. En science, on doit pouvoir, avec le même procédé, arriver au même résultat. Vous voyez bien la polémique actuelle sur l'étude marseillaise parce qu'on n'arrive pas à trouver les mêmes choses. Donc, je n'ai pas de compétence pour contester l'efficacité du Covid organique malgache ou de toute autre portion. Il faut simplement que ceux qui l'utilisent, ceux qui disent que ça marche, montrent que ça marche.
et que l'on puisse l'affirmer à Douala au Cameroun, à Lomé au Togo ou à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire ou à Durban en Afrique du Sud, que sais-je. Réaction, professeur Ngatifna, sur le développement fait par le docteur Petitpé? Bon, je partage en majorité les points de vue développés et je crois qu'il est dans son domaine. Mais je voudrais quand même dans le sens global de la science pour dire qu'il est difficile de trouver un remède qui soit purement ou essentiellement à efficacité sudiste ou bien à efficacité nordiste. Donc je crois que la science a ceci d'important qu'elle est de portée universelle. Donc cette démarche doit être la même que ce soit un médecin du Nord ou bien un médecin du Sud. Mais de peu que je sache du domaine de la médecine et peut-être des lectures connexes, c'est que l'invention et la création demandent d'abord quelque chose qui part du néant. Donc il faudrait seulement que la méthode gagne en logique et en rationalité. Et les effets sont connus. Je crois que le Covid de malgache a fait ses effets. Donc il faudrait plutôt que l'Organisation mondiale de la santé ou alors les détracteurs arrivent à démontrer le caractère nocif, mais ne pas proposer un médicament alternatif, mais être rebiffé sur la démarche. Je crois que ce n'est pas scientifique aussi cette démarche-là. Donc il y a, comme vous le dites en mathématiques, il y a le raisonnement par l'absurde, mais qui peut arriver à un résultat. Donc le tout, c'est de démontrer les défaillances ou les limites du Covid ou du remède de Monseigneur Cléda, mais pas rester dans une formule mathématique qui soit tropicale ou bien qui soit occidentale. Peut-être c'est à ce niveau que j'essaie de prendre un peu du recul par rapport à la belle analyse du docteur Petitpé. Docteur Petitpé, il y a eu un accord passé entre l'OMS et le gouvernement malgache. On parle d'un échange entre, je veux dire que le Madagascar, la clause de confidentialité en échange de l'accompagnement que l'OMS devait faire sur les essais cliniques qui démarrent à Madagascar. Le président malgache indiquait qu'au bout d'un mois, on pourrait être fixé sur l'efficacité ou non de ce médicament. Est-ce que vous avez le sentiment que on peut déboucher sur des résultats véritablement positifs? Moi, je pense qu'on peut déboucher. Tout dépend des questions qu'on se pose initialement dans l'étude. Il va falloir apprécier l'efficacité du Covid organique sur des éléments, sur le critère principal de l'étude qui aura été fixé. Je ne connais pas le design de l'étude, mais j'aimerais quand même préciser 2-3 choses. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était une bonne chose, que ce soit un médicament ou une solution du Sud pour le Sud. Ça peut choquer de prime abord. Mais pourquoi je dis cela? L'Afrique, c'est un cinquième de la population mondiale. D'accord? La contribution à la recherche de l'Afrique, c'est moins de 5% à la recherche scientifique. C'est moins de 5%. Et même sur les 5%, il y a moins de 5% qui sont des études. Même sur les 5%, c'est essentiellement des études du Nord, financées au Nord, et où on prend la matière première en Afrique. Donc, moi, je pense que ce qui est de positif dans le Covid organique, c'est de dire, pour une fois, on a, je mets entre guillemets, un médicament du Sud qui marche. C'est ça que je veux souligner, au-delà de toutes les polémiques sur l'efficacité ou non. Mais sur la clause de confidentialité, vous comprenez les enjeux? Bien entendu. Il va de soi que si ça débouchait sur quelque chose de très efficace, il y a la question des brevets, par exemple, il y a plein de questions économiques sous-jacentes. Alors, aujourd'hui... J'aimerais quand même préciser quelque chose. Il faut pas oublier qu'il y a dans le Covid organique de l'artémisine. Vous êtes sans ignorer toute la polémique qu'il y a eu en RDC sur l'administration de l'artémisine dans le cadre d'une étude faite pour combattre le paludisme qui tue, je rappelle, 1 million de morts par an en Afrique. Donc, le fait mentalement pour les Africains d'accepter déjà
le Covid organique et de l'imposer, entre guillemets, à l'occidental est un pas géant, de mon point de vue, vers peut-être l'administration à grande échelle de l'artémisine dans le cadre du paludisme. Voyez-vous, ma vision va au-delà du Covid-19. Mais Dr Petitpe, est-ce que vous comprenez toutes les réticences que les Africains ont lorsqu'ils entendent parler de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé? Oui, je peux comprendre les réticences. Mais une fois encore, je voudrais que nous soyons, nous, Africains, lucides. Est-ce que la santé est une priorité pour les États africains ou pour les dirigeants en Afrique? Mais on peut poser la même question pour ce qui concerne l'OMS. L'OMS est une organisation onusienne née de la Deuxième Guerre mondiale. Qui sont les premiers contributeurs à l'OMS? L'OMS véhicule une vision occidentale de la santé. L'OMS aujourd'hui a des contributions de Bill et Melinda Gates, la fondation, à des proportions très importantes. La question est globalement plus politique. Parce que lorsqu'on parle de l'OMS au Cameroun ces jours-ci, l'image qu'on voit c'est davantage des 4x4. Oui, mais la faute à qui? Il me semble que si on parle de 4x4, c'est bien parce qu'on n'a pas pensé la question de la recherche. La recherche, ce sont les gens du terrain, ce sont les éléments communautaires qui vont sur le terrain. C'est pas avec les 4x4. La recherche, ce sont les chercheurs qui sont dans une précarité crasse chez nous. La recherche, c'est le budget alloué à la recherche voté par chaque État. Je pense que le problème est beaucoup plus vaste, beaucoup plus large. Professeur Gadjivna, il paraît cohérent quand même, hein, je veux dire, le développement qui est fait par le docteur Petitpe sur les réticences qu'on peut avoir au niveau des Africains ou encore même au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Très cohérent et puis très pertinent dans son analyse. Je crois qu'il a dit quelque chose de fondamental que nous avons relevé tout en début de cette émission pour dire que l'Organisation mondiale de la santé ou bien l'ONU même est un instrument d'impérialisme qui milite pour une certaine idéologie occidentalo-centriste. Ça, nous ne perdons pas de vue. Et je comprends que dans la clôture de son analyse, il est difficile d'admettre d'être juge et partie en même temps, ou bien d'être le juge et de perdre la partie. Et c'est ce qui, personnellement, me ramène à l'idée que le revirement brusque de l'Organisation mondiale de la santé peut relever d'une certaine astuce ou bien d'une certaine entourloupe. Parce que c'est quoi? Nous voulons connaître comment vous avez procédé et nous savons qu'en science, ça peut se jouer au micron, c'est-à-dire à un détail infinitésimal pour dire nous connaissons le mode, mais voici la valeur ajoutée et ça déforme totalement la procédure. Donc je crois qu'il y a ce jeu, ce calcul mesquin, mercantiliste qui caractérise l'Organisation mondiale de la santé de par l'idéologie occidentalo-centriste défendue qui fait que les Africains ont intérêt plutôt à assumer. Et puis, si les Africains ont été formés à bonne école, ce qui est scientifique, c'est ce qui résiste à l'irréfutabilité. Mais on peut arriver à établir que le Covid made in Madagascar n'a aucun effet nocif. Voici la base de données au plan statistique de ce que le Covid a soigné, mais nous l'administrons. Donc je crois qu'il n'y a pas un brevet qui doit venir de l'Occident pour arriver à confirmer la validité ou l'efficacité du Covid. Donc je crois que les Africains, s'ils assument leurs connaissances, peuvent arriver à le faire. Et la deuxième chose peut-être qui particulièrement me touche, et c'est peut-être pas une honte pour nos États ou nos ministères, la question fondamentale, c'est quel est le budget dédié à la recherche dans les États africains ou alors dans les universités qui constituent des laboratoires. Il a posé une question fondamentale. Donc je crois qu'elle est rachitique ou elle baigne d'une sorte de nanisme financier et nous nous retrouvons donc dans cette situation où aucune innovation peut venir de nos scientifiques mais viennent plutôt
d'un prêtre qui a fait ses études, qui est né à Golompoui, qui a poursuivi ses études en Italie et puis qui se retrouve archevêque de Douala, et que ça vienne de lui, et qui est des universitaires, professeurs titulaires de chaire, mais qui n'arrivent pas à donner la moindre solution. Je crois que ça laisse à questionner sur la désacralisation du savoir scientifique. Donc je partage totalement le point de vue du collègue. Docteur Petit-P, c'est Madagascar aujourd'hui, hein, avec le Covid organique. On peut rêver de cela au Cameroun? Des chercheurs qui cherchent et qui trouvent? Votre question est comme la palissade, mais je vais y répondre sans fioriture. Je vais quand même d'abord mettre un petit bémol à ce qu'a dit le professeur Gadifna à propos du médicament ou de la potion de Monseigneur Cléda. Je suis un peu réservé, vous comprendrez que je sois réservé, parce qu'on aimerait bien parler des choses sur lesquelles on a des éléments objectifs pour y répondre. Ma formation académique fait en sorte que quand j'ai une question, quand je me pose une question en tant que scientifique, je vais dans Google et je tape PubMed. Dans PubMed, je vois donc les publications scientifiques qui ont été publiées sur le sujet. Ce n'est que de cette façon qu'on avancera. Moi, je plaide... Mais docteur Petit-P, c'est une méthode. C'est une méthode, il y en a d'autres. Je vous entends pas bien. Non, je dis que là, c'est une méthode. Vous avez indiqué une méthode. Il y en a qui vous diront qu'il y a d'autres méthodes. Ils n'ont pas forcément besoin de passer par Google. Pour le dire de façon triviale, docteur Petit-P. Et même, il y a beaucoup d'universitaires qui ont des articles les plus relevés qui n'arrivent pas à trouver une place dans ces revues qui sont occidentales. Et c'est eux, les occidentaux, qui fixent les codes des revues scientifiques dans lesquelles il faut publier. Et quand nous disons publication scientifique sur la toile, mais combien d'universitaires, en dépit de leur intelligence inouïe, ont la possibilité de publier, puisque c'est eux qui valident le comité scientifique de ces revues, mais ce sont ces occidentaux. Professeur Gatifna, moi je suis pour une coopération sud-sud. Nous ne sommes pas obligés de publier dans le Lancet pour que ça fasse foi chez nous. Nous ne sommes pas obligés d'utiliser la dernière recommandation de la Société américaine d'hypertension artérielle pour soigner nos patients au Cameroun, à Abidjan ou à Dakar. Nous pouvons faire des études avec des classes thérapeutiques, décider, montrer que nous soignons mieux nos patients avec telle classe thérapeutique que telle autre classe thérapeutique. Je ne dis pas que tout doit passer par l'Occident. Je dis que nous pouvons créer des normes propres à nous. Pour cela, il faut que nous nous regroupons en Afrique. Il faut que la recherche se fasse de façon sous-régionale, régionale. Mais pour ça, il faut une volonté politique. Il faut une volonté politique. Je ne dis pas que tout doit être du Nord. Non, je dis que nous dans le Sud, les Africains au Sud, doivent pouvoir créer des normes qui s'appliquent à eux. Alors, vous étiez en train de développer tout à l'heure dans le Petit-P sur la question de la gouvernance de façon globale, hein, qui peut favoriser ou défavoriser des politiques de recherche scientifique. Disons que si nous prenons le cas d'un pays comme le Cameroun, le budget alloué à la recherche est faible, voire très faible. Mais c'est une question de volonté politique. Comme dans tous les autres pays, si le politique n'imprime pas la priorité, nous tournerons en rond. Il est important que nous nous saisissions de cette pandémie pour penser différemment nos priorités à nous. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Docteur Petit-P, avant de vous donner la parole pour votre mot de fin, professeur Gadifna, de façon globale,
Qu'est-ce qu'on fait? On croise les doigts et on attend. Le président malgache a indiqué que les essais cliniques vont durer pratiquement un mois. En tout cas, qu'au bout d'un mois, on pourrait être fixé sur l'efficacité ou non du Covid organique, en tout cas sur le protocole, je vais dire le troisième, qui est en train d'être sur lequel on est en train de travailler. On croise les doigts et on attend. Je crois que nous devons commencer une veine pour soutenir le président malgache qui a osé et qui, contre-défiant toutes les normes ou bien les exigences de l'Organisation mondiale de la santé et puis l'ONU qui fédère, a pu oser. Et je crois que c'est une veine que nous devrons faire pour ce président pour qu'il tienne la main ferme. Et il faudrait, je crois, porter le chapeau bas aux universitaires, aux chercheurs, aux scientifiques malgaches qui ont pu mettre au point. Et peut-être cela a un lien avec les subventions, le budget alloué peut-être à la recherche de ce pays. Donc je crois que nous devrons avoir le regard tourné ou bien faire l'union sacrée avec Madagascar, parce que c'est finalement Madagascar qui pourra faire changer l'ordre, donc une sorte de révolution copernicienne, ou alors remettre en cause le débat du poids du Sud et du poids du Nord. Docteur Petitpé, votre mot de fin dans cette émission? Moi, je dirais que quel que soit le résultat de l'étude, il y aura un avant et un après. Quel que soit le résultat de l'étude, il y aura des pays qui s'en sortiront mieux dans le Sud, de par la gouvernance, de par le leadership de leurs dirigeants, ou il y aura des pays qui seront des cancres. Mais c'est un fait. Mais au-delà de tout ceci, le plus important, la symbolique, c'est de se dire que on aura eu un gradient, on aura eu quelque chose de différentiel par rapport aux pays occidentaux sur cette pandémie, en espérant que les actes posés par des gouvernants dans les pays du Sud soient cohérents, par exemple, en ce qui concerne les mesures barrières et autres. Mais le plus important, à mon sens, c'est quand même de prôner une coopération Sud-Sud. Et aussi, de continuer à travailler avec le Nord, mais en sachant les termes sur lesquels nous travaillons. Et c'est ça qui me semble être la voie vers laquelle nous pourrons nous en sortir, nous, pays du Sud, nous citoyens du Sud, même si nous sommes citoyens du monde. Voilà, merci infiniment, docteur Petit. Mais on retient que vous avez semblé dire, mais je ne l'ai pas dit exactement, on a pu lire entre les lignes que, bon, pour l'instant, c'est ce qu'on a, on fait avec, en attendant, bien évidemment, d'obtenir des résultats qui soient scientifiquement prouvés. Je dis simplement que nous gagnerons, si nous voulons parler de la même chose, dans les mêmes termes, nous gagnerons à être convaincants en utilisant les canaux qui sont les canaux actuels de ce qui est la science. Voilà, merci infiniment, docteur Clarence Petitpé-Capé. Je rappelle que vous êtes médecin camerounais formé en France et exerçant en région parisienne. Vous êtes cardiologue diplômé de la faculté de médecine de Lyon en France. Merci infiniment d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission 237 le débat. Professeur Richard Ngadivna, merci d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. C'est un plaisir d'avoir croisé les verbes avec des experts et je voudrais renouveler mes amitiés et mes encouragements une fois de plus encore au corps médical, mais aussi aux enseignants du primaire, du secondaire et des universités qui reprennent le chemin des écoles, des campus dans quelques 48 heures. Donc beaucoup de courage aussi à eux. Et puis, au Seigneur du micro, que vous êtes dans la quête de l'information, je voudrais également renouveler mes amitiés. Merci infiniment, professeur Richard Ngadivna, d'être venu sur ce plateau. Vous êtes sociopolitiste, vous êtes enseignant à l'université de Douala. Merci au docteur Clarence Petitpé. Merci également au professeur Yimge Moyo, qui était avec nous dans la première partie de cette émission de 237 débats. Merci à toute l'équipe technique, Dallas Tiana, Innocent Abega, Carlos Minoué, Cédric Chouna. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de 237 débats. Excellente soirée à tous. Et à très vite. Au revoir. Est-ce que tu n'en fais pas trop, par exemple, pour ton grand...
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared. WHO recommends preventive measures